Liberté et déterminisme. Sommes-nous libres ou déterminés? La question, dont dépendent entre autres les notions de mérite et de culpabilité, de morale, de responsabilité, est impliquée à chaque fois qu'on juge des choses importantes comme des choses futiles. Elle pose alors et repose toujours les mêmes problèmes, elle nous fait buter sur les mêmes contradictions qui nous laissent tantôt croire qu'on est libre et tantôt qu'on est déterminé, ou un peu mais pas complètement, parce que ça dépend des fois, et puis ça dépend de la chose, et puis du moment, et puis du point de vue. Que peut-on alors dire de plus que ça dépend? Nous pouvons en dire ce que la logique a à nous en dire, justement parce que la logique, c'est ce qui ne dépend pas. Du moins, est-ce là son ambition et sa raison d'être. Selon Hegel, la liberté, thème central dans son œuvre, n'est rien de moins que le but final de l'être. Elle embrasse chaque aspect de l'existence. Comme nous l'avons vu dans l'audio sur la logique, l'être n'est pas une modalité, un accessoire, un sous-vêtement métaphysique qui se cache sous l'apparence des choses, mais l'entièreté des choses elles-mêmes. Rien n'échappe à l'être, tout est l'être et l'être est tout. Il en va de même pour la liberté. Elle n'est pas une capacité de l'être, ni une fonctionnalité, mais l'être lui-même, tout entier, en tant qu'il est libre. La question est donc infiniment riche, puisqu'elle embrasse absolument tous les aspects de l'existence. Dans la vie de chacun, dans le détail de chaque situation relative, la liberté est sujette à interprétation. Elle appelle sans cesse à être repensée et rejugée. C'est donc son principe général que nous allons tenter d'exposer, afin d'en finir avec les écueils les plus grossiers, notamment celui du déterminisme comme malheur et prison de notre vie, et, à l'opposé, celui de la liberté comme étendard, comme revendication fourre-tout qu'on ne sait pas définir, mais qui sonne tellement bien dans les slogans publicitaires et les chansons. Nous allons également tâcher d'en finir avec ce préjugé plus ou moins conscient selon lequel il faudrait commencer par le déterminisme, penser à partir de son existence à lui, comme si celle-ci était un bloc d'évidence prouvé par la science depuis longtemps, alors que la liberté, elle, ne serait qu'un vague postulat, un souffle timide qu'on ose à peine envisager par-delà cette évidence, et qui peut être tout au plus, comme chez Kant, un objet de croyance. Pour restaurer non pas la croyance en la liberté, mais le savoir de ce qu'elle est, nous allons devoir dépasser cette façon binaire d'opposer les deux termes pour en comprendre le lien d'unité dialectique. La liberté, comme tous les concepts de la dialectique hegelienne, existe dans une tension, une relation entre elle-même et les autres concepts, et particulièrement entre elle-même et son contraire. Tout comme nous avons vu ailleurs qu'il n'y a pas de fini ou d'infini, mais plutôt de l'infini à travers le fini, il n'y a pas de liberté ou de déterminisme à proprement parler, mais la liberté à travers et par le déterminisme, et réciproquement. C'est dans cette nature contradictoire de la question qu'on trouve les raisons pour lesquelles tout ceci nous semble si désespérément complexe. Voyons donc comment la dialectique nous permet de détricoter cette complexité,
La liberté comme négation du déterminisme, ou la naissance de la liberté. Par déterminisme, on entend que toute chose obéirait à un ensemble de causes extérieures, à un ensemble de lois, soit en définitive à une loi, selon une logique linéaire qui rendrait tout mouvement prévisible et prédéterminé. Chaque chose, plutôt que de décider par elle-même, plutôt que d'obéir à elle-même, c'est-à-dire plutôt que d'être libre, ne serait mue que par une autre chose, une cause, qui la détermine et qui elle-même, à son tour, serait déterminée par une autre, et ainsi de suite. Dans l'époque moderne, la science et même la philosophie se sont parfois permises d'englober la vie et l'humain dans cette logique linéaire immuable, nous expliquant alors que même nos choix personnels les plus insignifiants sont en fait écrits à l'avance dans ce que Diderot appelait, pour s'en moquer, le grand rouleau dans le ciel. Nous avons là la définition la plus nette du déterminisme absolu, qui rabaisse le vivant au rang de marionnette, qui s'imagine être libre. Et certaines personnes penchent encore aujourd'hui en faveur de cette théorie, qui a ceci de séduisant qu'elle simplifie une question complexe. Cette simplification, quoique difficile à défendre, notamment parce qu'elle fait disparaître toute notion de responsabilité, semble encore plus indéfendable dans l'autre sens. Nul ne songe à prétendre que nous vivons dans une liberté totale. Les partisans de ce déterminisme absolu nous invitent donc à combattre tout sentiment naïf d'une liberté illusoire. Notons qu'ils tombent alors eux-mêmes dans cette naïveté, puisque lancer une telle invitation est totalement inutile si l'on n'a pas le choix ni de l'accepter, ni de la refuser. C'est là une remarque bien connue qui est souvent utilisée contre cette théorie. Nous pourrions adresser cette autre critique au déterminisme absolu, celle-là beaucoup moins fréquente, qui nous plonge déjà dans la dialectique hegelienne et son unité des contraires. Si le monde est entièrement déterminé, alors il obéit intégralement à une loi. Mais puisque le monde est par définition le tout, il n'y a rien en dehors du monde qui puisse le forcer à changer sa loi. Sa loi ne venant pas d'ailleurs puisqu'il n'y a pas d'ailleurs, le monde est lui-même sa propre loi. Puisque le monde est le tout, et en admettant que ce qui est déterminé par soi-même est dit libre, le monde, en ceci qu'il est déterminé par sa propre loi, est aussi libre. Le monde est à la fois totalement déterminé et totalement libre. Cependant, dans la mesure où ce monde ne pense pas, il ne se pose simplement pas ces questions. Spinoza disait qu'une pierre qui tombe, si elle pouvait parler, dirait qu'elle choisit de tomber, car elle ignore les causes qui la déterminent. Mais justement, la pierre ne parle pas, elle ne pense pas. Le monde n'est donc pas vraiment à la fois libre et déterminé, mais plutôt ni libre ni déterminé. C'est l'observateur, bien vivant et conscient, qui, le premier, se demandera si la pierre tombe ou choisit de tomber, et pourquoi et comment. La pierre, elle, est seulement, dans un éternel présent aveugle dans lequel il n'y a ni passé ni futur, donc ni cause ni effet, ni liberté ni déterminisme. L'observateur humain cherche dans le mouvement de la pierre quelque chose qui n'existe pas pour elle, mais pour lui.
Il va y chercher ce qui existe en fait plutôt dans l'acte d'observation du mouvement de la pierre, un acte de conscience. La question du rapport entre la liberté et le déterminisme découle de et commence avec la naissance de la conscience. En amont de la conscience, il n'y a tout au plus que du mouvement. Il y a donc bien, si l'on veut, un déterminisme froid et implacable du monde ou de la nature, mais qui peut tout aussi bien être appelé liberté parfaite de la nature. Liberté et déterminisme ne font qu'un à ce stade, à tel point qu'ils n'existent plus, ou plutôt pas encore. Et c'est seulement dans cette partie du tout de la nature, qu'est une conscience, que les choses se compliquent, ou plutôt s'enrichissent. Les termes liberté et déterminisme cessent alors de se superposer exactement, ils se détachent de leur unité originelle, dans laquelle ils se neutralisaient réciproquement, pour se mettre à exister en une relation de contradiction, en deux abstractions tendues et conflictuelles, relatives l'une à l'autre. Contradiction qui surgit pour la conscience et que la conscience doit appréhender et résoudre. La relation contradictoire entre liberté et déterminisme se présente alors à elle comme une problématique, un jeu de miroirs embrouillés, les deux termes se renversant sans arrêt l'un dans l'autre au gré du changement de point de vue. Chaque chose particulière pourra, par rapport à une autre, être dite libre ou déterminée, parce qu'elle est une partie du tout qui est lui-même à la fois libre et déterminé. Selon Hegel, non seulement la liberté commence avec la conscience, mais celle-ci est tout entière liberté. Les deux se confondent. La première étincelle de conscience, et c'est déjà de la liberté, c'est-à-dire la simple négation de ce qui est donné. Quand une conscience s'ouvre, l'objet qui lui fait face ne se contente plus d'être, il est alors perçu. Il est saisi par la conscience qui va l'analyser pour chercher à le comprendre. La conscience ne laisse pas l'objet où il est comme il est. Elle le modifie déjà, rien que par la pensée, en détricotant son apparence de surface pour commencer à en faire vivre, en elle, l'essence. Elle s'explique le mouvement, le déterminisme de l'objet, et en ceci, elle se l'approprie. Elle s'ouvre la possibilité d'agir dessus, de modifier son devenir déterminé, d'y imposer sa liberté. Mais même avant toute action, la simple appréhension de l'objet par la conscience est déjà une négation de l'apparence extérieure, au profit d'une compréhension plus profonde. Prendre conscience, par exemple, d'une erreur, d'un mensonge, c'est s'en libérer. Développer de l'intérêt pour une chose, c'est déjà nier l'ignorance, l'indifférence qu'on avait vis-à-vis d'elle, pour faire vivre cette chose plus intensément en nous, et nous faire vivre nous-mêmes plus intensément à travers elle. Une chose est alors arrachée à son repos par un simple acte de conscience, un acte de liberté de cette conscience. Pourquoi un acte de liberté ? Parce que la nature, s'étant développée jusqu'à créer la vie et la conscience, opère un saut qualitatif en elle-même, depuis un état de simple mouvement, ou, si l'on veut, de déterminisme mécaniste, vers une interruption relative de ce mécanisme. La pensée, par le recul qu'elle prend sur le mécanisme,
interrompt la chaîne causale au sens strict pour ouvrir une chaîne causale plus fine, puisqu'à partir de la conscience, un choix peut être fait par elle. Regardez ceci plutôt que cela, prêter plus ou moins d'attention à telle chose, jusqu'à l'étudier, la déplacer, la modifier, l'utiliser de telle ou telle façon. La liberté est donc tout d'abord la négation de ce qui est, la négation du donné, et nous sommes sans arrêt en train de le faire dans tous nos actes, toutes nos pensées. Dans chaque pas, qui est déjà négation d'une position spatiale, dans chaque parole, qui est déjà négation du silence. Bien sûr, cette négation n'est pas négative au sens moral, mais au sens logique. Regarder un coucher de soleil, ça n'est pas le détruire ou l'interdire, mais au contraire, c'est nier son être simple pour le faire exister, c'est-à-dire le faire être dans la conscience. Dans la chaîne d'actions successives du déterminisme, intervient donc quelque chose de nouveau, la réaction qui est permise par le recul de la réflexion. Qu'il s'agisse d'une réaction à la suite d'une longue étude ou d'une réaction de réflexe, instinctive, presque immédiate, le simple fait qu'on soit un humain et non une pierre fait que cette réaction, même si elle est déterminée par d'autres causes en amont, est une action libre, en ceci que, et dans la mesure où, le moment de réaction est un moment d'intériorisation du déterminisme, pendant lequel il n'est plus seulement déterminisme, mais notre déterminisme, soit notre liberté. La liberté n'est pas autre chose que le déterminisme, elle est le déterminisme intériorisé. Elle est le déterminisme vu d'une certaine perspective à l'exclusion d'une autre. Ainsi ne sommes-nous pas déterminés alors que nous nous croyons libres, mais plutôt effectivement libres, quoique seulement dans les limites de notre point de vue et de nos capacités. Même si une cause extérieure me fait agir ici ou là, cette action reste faite par moi, ce en quoi je participe au processus du devenir des choses. Cette participation étant ma part du déterminisme est appelée liberté. Cette liberté est relative parce qu'elle est imparfaite, elle fait des choix maladroits car elle ne comprend pas intégralement le cours des choses qu'elle se propose d'influencer. De plus, elle subit elle aussi le cours des choses, elle subit l'influence des autres libertés. Elle est relative, mais elle est entièrement liberté, tout comme un morceau de sucre n'est qu'un morceau, il n'est pas le sucre, mais il est entièrement du sucre. C'est à partir de ce stade de renversement total sur le plan logique du déterminisme absolu en liberté absolue qu'on pourra ensuite, dans les faits, se retrouver plus ou moins libre dans telle ou telle circonstance. C'est parce qu'on est libre dans l'absolu qu'on peut, dans un second temps, être, ici ou là, plus ou moins, privé de liberté. Insistons encore sur le fait que la conscience tout entière est basculement dans la liberté. La théorie déterministe au sens le plus strict nous dit que l'homme serait le simple spectateur d'une action qu'il croit diriger. Mais nous venons de le voir, c'est là étendre fautivement la logique mécaniste à la sphère de la conscience, c'est là passer totalement à côté de l'importance du changement de paradigme qui s'opère avec l'avènement de la conscience. Le spectateur ne saurait être seulement spectateur. Un simple spectateur, c'est déjà plus qu'un spectateur. Si je suis le spectateur d'un crime, alors je suis le témoin de ce crime,
et le criminel voudra me faire taire. Si nous sommes les spectateurs d'une série télévisée, les producteurs continueront à la financer puisqu'elle a trouvé un public, etc. Avant même toute action, ou plutôt en vertu du fait que regarder ou sentir sont déjà des actions, la seule conscience opère un bouleversement au sein de la nature, qui n'est plus dans un éternel présent, dans une infinie indifférence à elle-même. Par l'avènement de la conscience, la nature vit comme un second Big Bang. Désormais, elle se pense, elle s'arrache à son immédiateté, à son mouvement unilatéral, pour, par la médiation, par la réflexion, par ce recourbement vers elle-même, ouvrir en son sein une nouvelle modalité d'être, plus fine, plus riche, plus complexe, celle de la liberté. La nature, alors, ne se contente plus d'être, elle existe. Elle est perçue par une conscience, mais cette conscience, ou la conscience en général, c'est encore elle-même. Ainsi, c'est la nature qui prend conscience d'elle-même. C'est l'être qui prend conscience de lui-même, s'ouvrant alors à la liberté. Mais cette conscience est d'abord contradictoire. Quand l'être ouvre les yeux sur lui-même, à travers l'homme, il est d'abord, comme lui, désemparé. Tout lui semble nouveau et mystérieux. Il a tout à apprendre, tout à comprendre. Et plus il comprend, plus il est libre. On peut aussi dire que la nature devient alors culture. La conscience, même balbutiante, est tout entière liberté, car elle est le déterminisme intériorisé, approprié. Parce que la liberté est au sens le plus abstrait la négation du donné par la pensée et l'action, c'est l'entièreté de notre vie qui est liberté. Liberté en germe, liberté imparfaite, qui va devoir résoudre ces contradictions. Liberté potentiellement violentée et limitée par d'autres libertés, mais liberté tout de même. D'ailleurs, même souffrir est acte de liberté. Parce que la liberté n'est pas une garantie de bonheur validée et tamponnée par le Père Noël. Elle est plutôt une promesse de bonheur pour l'être à qui revient la tâche de faire son propre bonheur. Nous y reviendrons. La liberté est donc le déterminisme nié. Elle est tout ce que la conscience réussit à faire sienne. Ce par quoi elle se fait sujet de l'action dans le degré de liberté qu'elle parvient à se donner, qu'elle parvient à arracher au monde. Pour le dire le plus simplement possible, le déterminisme est en fait la liberté extérieure à soi, et la liberté est en fait le déterminisme intérieur à soi. La chose ainsi formulée, on voit encore mieux comment et pourquoi les deux sont en fait une seule et même chose. Quoi qu'il fasse, l'homme est donc libre, dès le départ et jusqu'à la fin, en ceci qu'on regarde la réaction plutôt que l'action, qu'on regarde le monde en tant qu'il est liberté. Le déterminisme, c'est le monde regardé comme action, et la liberté, c'est le monde regardé comme réaction. Mais il faut bien songer qu'il n'y a pas deux mondes, celui de l'action et celui de la réaction. C'est un seul monde qui est regardé sous deux angles, sous les deux côtés de sa contradiction. Toute action est aussi une réaction, et inversement. Bien. Nous avons assez répété que la liberté est la simple négation, la réaction, la résistance, etc., qu'une chose, et a fortiori un être conscient, peut opposer à ce qui lui fait face dans un monde où tout peut être dit à la fois libre,
ou déterminée selon le point de vue. Voyons maintenant comment cette négation va devoir à son tour se nier, comment elle va devoir cesser d'être une négation en général pour devenir une négation particulière. La liberté de nier ne saurait rester une liberté d'indifférence, de négation totale. On ne dit pas non au monde, on ne dit pas non à l'être. On dit non à une chose, ce qui revient à dire oui à une autre. La liberté abstraite, formelle, est un non en général qui n'a pas encore choisi à quoi il dit non, qui n'a encore aucun contenu particulier. Cette étape logique, quoique nécessaire, doit être dépassée. Car s'il faut, pour affirmer quoi que ce soit, nier d'abord le donné, il faut aussi, à l'inverse, qu'une négation pose une affirmation. La liberté de choisir n'est vraiment elle-même que lorsque précisément elle fait un choix, et ce choix libre est aussi bien un renoncement partiel à sa liberté, un renoncement à sa liberté de choisir les autres options. Elle ne peut pas tout choisir. L'homme est de plus en plus libre à mesure qu'il comprend le monde qui l'entoure, à mesure qu'il comprend les mécanismes de la nature pour mieux les utiliser. Par exemple, il ne peut pas voler, mais il va construire les avions. Le voilà alors libre de voler. Mais il faut noter que, pour se libérer de la gravité, il s'est appuyé sur d'autres lois, s'est soumis volontairement à d'autres lois, comme celle de la propulsion. Il ne se soustrait jamais aux lois de la physique et encore moins à celles de la logique. Il explore ces lois pour atténuer leur étrangeté, pour les faire siennes, pour ensuite choisir de se soumettre à certaines lois plutôt qu'à d'autres. Ainsi, sa liberté est-elle encore du déterminisme, mais un déterminisme choisi plutôt qu'imposé. Le déterminisme absolu, qui dans la nature au sens strict peut effectivement être représenté comme une ligne droite, n'est plus une ligne droite dans la conscience. Le déterminisme est alors plutôt un champ des possibles. Mais ce champ des possibles n'invalide pas vraiment l'idée selon laquelle les choses seraient écrites à l'avance. Il reste écrit à l'avance qu'un de ces possibles adviendra au détriment d'un autre. Par exemple, ce sera subir la gravité ou la propulsion. Lorsqu'on fait un choix, on ne fait pas que nier le déterminisme. On le réalise aussi, en portant un des possibles jusqu'à l'existence. La liberté choisit un déterminisme plutôt qu'un autre, elle ne choisit rien en dehors du déterminisme. La liberté n'est que le déterminisme qui, par la conscience, s'affine pour faire émerger en lui-même une causalité ouverte plutôt que fermée. La liberté n'est pas une chose venant d'un autre monde et qui vient interrompre le monde du déterminisme. Elle est le déterminisme qui, prenant conscience de lui-même, entre en contradiction avec lui-même et s'ouvre ainsi à la vie. Le piège habituel est de se figurer le déterminisme comme une ligne droite qui traverse le champ des possibles, rendant tout ce qui n'est pas sur cette droite impossible. Alors que le déterminisme est justement l'intégralité du champ des possibles. Voilà comment peuvent coexister la définition classique et binaire de la liberté, c'est-à-dire avoir le choix, et la définition classique et binaire du déterminisme, c'est-à-dire tout est écrit à l'avance. La liberté peut exister et existe effectivement parce qu'elle n'est pas autre chose que le déterminisme.
et lui-même n'est pas autre chose que la liberté. Aussi ne pourra-t-elle pas fuir ou quitter le déterminisme, mais seulement explorer ses possibilités pour mieux se réaliser. Elle ne pourra que dialoguer avec lui, à l'intérieur des règles posées par la logique. Liberté et déterminisme sont l'être qui se cherche. La liberté et le déterminisme comme relation contradictoire de l'être avec lui-même. La liberté au sens premier, la liberté abstraite, est donc la simple capacité en général de dire oui ou non, de refuser ou d'accepter de se retenir de ou de se forcer à, etc., sans que l'on ait encore donné le moindre contenu à cet acte. Elle est la liberté du choix universel qui n'a pas encore décidé ce qu'elle va choisir. Que va-t-elle choisir ? À la charnière du déterminisme, l'extérieur, et de la liberté, l'intérieur, on trouve la tendance, le penchant, comme le besoin de se nourrir, de dormir. C'est déjà la liberté, puisque ce penchant est le nôtre. Mais c'est la liberté du donner, du déjà là, qu'on trouve en soi immédiatement, qu'on constate simplement, littéralement, sans réflexion. Le vouloir, lui, est la prise de recul sur la tendance. Le vouloir est aussi liberté, mais c'est la liberté plus riche parce que médiatisée par la réflexion. Plus la liberté est immédiate, plus elle est pauvre, car moins réfléchie. Elle en reste aux apparences et tombe dans les travers dus au manque de réflexion. La liberté devient vraiment elle-même en choisissant, grâce à la réflexion, une option plus sérieuse, plus judicieuse, plutôt qu'en cédant au penchant immédiat ou à la précipitation. Céder à un penchant immédiat plutôt que de lui tenir tête, comme par exemple faire la grasse matinée alors qu'on s'était promis la veille de se lever tôt pour faire un footing. C'est encore de la liberté, mais c'est une liberté plus pauvre, plus paresseuse, par rapport à une liberté plus riche, car plus réflexive, une liberté qui repousse le plaisir immédiat pour lui préférer le plaisir médiatisé par l'effort, médiatisé par une plus grande compréhension des enjeux sur le long terme. On a d'ailleurs après coup le sentiment qui correspond au choix qu'on aura fait. On sera peut-être fier d'avoir fait un effort ou honteux d'avoir cédé à la paresse. On a bien deux actes de liberté, mais l'un est plus pauvre, l'autre plus riche. L'un doit encore beaucoup à son déterminisme originel, l'autre s'en émancipe plus fortement. La liberté, on l'a dit, ne peut pas rester liberté d'indifférence. Ce n'est pas seulement qu'elle peut choisir, elle doit choisir. Et au final, pour ne pas ni tomber dans l'arbitraire, ni retomber dans le penchant, elle doit toujours choisir la meilleure option. Nous sommes libres de manger du sable, mais pourquoi le ferions-nous ? Pareillement, même si l'on pouvait se transformer en éléphant, pourquoi le ferions-nous, puisque nous sommes des humains ? Seul un éléphant désire être un éléphant. L'humain, quant à lui, désire être un humain. La liberté abstraite appelle donc un but, qui est posé par l'essence, en l'occurrence celle de l'humain. Le but réalisé est le bonheur, quand notre être coïncide avec notre essence, coïncide avec ce que nous sommes appelés à devenir. Plus l'homme se comprend lui-même, mieux il peut se réaliser. Plus l'homme développe sa connaissance de la nature,
plus il s'en libère relativement, dans la perspective et l'espoir d'une libération totale. Non pas pour s'extraire de la nature, mais pour mieux en comprendre les possibilités et, au final, trouver la place qu'il lui sera la plus épanouissante d'y occuper. Il éprouve la douleur et le plaisir, puis, plus subtilement encore, la tristesse et la joie, qui enrichissent le sentir par le ressentir. Il éprouve aussi la crainte et l'espoir, qui enrichissent l'instant présent par la projection dans l'avenir, etc. La douleur et le plaisir ne surgissent pas du néant, sans raison, pour nous rendre visite. Ils indiquent un but. Ils sont l'expression même du degré d'accomplissement ou de non-accomplissement d'un but. La question se pose alors, de quoi l'homme a-t-il besoin ? Quelles sont les conditions de son épanouissement ? De quoi lui reste-t-il à se libérer ? Comme disaient les anciens, quel est le souverain bien ? Quelle est la vie bonne ? La liberté de choisir n'a d'intérêt que lorsqu'elle peut choisir le bien. L'idée du bien devant être ici comprise au sens le plus large, non pas comme prescription morale précise et définie, mais plutôt en amont de toute morale, comme but désigné par la logique. Ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas, ce qui est cohérent plutôt qu'incohérent, etc. Et enfin, comme but et résolution à toute contradiction, l'harmonie entre les choses, autant que faire se peut. À noter que, s'il n'y a jamais d'harmonie parfaite, le monde idéal où tout le monde est heureux est peut-être une utopie, il n'y a jamais non plus de disharmonie totale, de chaos total, qui justifierait un pessimisme ontologique. Si l'homme peut être malheureux, ça n'est que dans la mesure où il est aussi apte au bonheur. Il faut que le bonheur soit possible pour que le malheur le soit aussi, et réciproquement. De plus, même si nous sommes d'autant plus libres lorsque nous choisissons le bien, il faut évidemment, pour cela, être libre de le faire. Il faut le savoir et il faut le pouvoir. Il faut savoir quelle décision est la bonne, le savoir c'est la liberté théorique, et avoir les moyens de la choisir. Le pouvoir c'est la liberté pratique. Quoi qu'il en soit, on voit l'absurdité de cette volonté contemporaine de définir la liberté comme une ouverture vers une infinité de choix qui se vaudraient tous, alors qu'il s'agit plutôt d'identifier une et une seule direction, la bonne direction. Cette liberté tout court, ouverte non sur des possibles qui contiendraient le bien, mais sur des possibles dont aucun ne serait meilleur qu'un autre, c'est l'absurdité de l'arbitraire. Elle est la liberté abstraite, fautivement éternisée, alors qu'elle doit nécessairement devenir liberté concrète. Elle doit nécessairement se poser la question « liberté de quoi ?» Une fois que l'homme s'est protégé des dangers naturels, comme le froid ou la faim, il réalise que ce qui le limite le plus dans sa liberté, outre son propre penchant, c'est la liberté des autres hommes. Alors qu'il a trouvé depuis longtemps des moyens de se protéger de l'hostilité de la nature, l'homme ne s'est toujours pas dépêtré de la dialectique du maître et de l'esclave. Même les questionnements qui semblent ne relever que de la connaissance sont parasités par les conflits d'intérêts. La liberté porte en elle cette difficulté majeure. Comment accorder les libertés de différents individus ?
Dans la confrontation plutôt que la coopération, chacun voit la liberté de l'autre comme un déterminisme qui cherche à s'abattre sur lui. La dialectique du maître et de l'esclave nous montre comment les deux échouent à être libres, chacun étant dans un état de dépendance vis-à-vis de l'autre. La volonté individuelle, se confrontant sans fin à l'autre volonté individuelle, appelle la question de la volonté universelle. La plus haute liberté est la liberté de l'individu qui coïncide avec la liberté collective. On ne peut pas sacrifier la liberté de l'individu au nom de celle de la société, et réciproquement, car c'est la même. La problématique du vieux refrain « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » n'est autre que la problématique de la contradiction entre le particulier et l'universel, entre l'individu et la société. Elle est la problématique de la politique au sens noble du terme, la tentative des hommes de bonne volonté de penser et réaliser le meilleur modèle de société. La liberté comme problème politique et historique. Plutôt que de dire « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres », on devrait dire « la liberté des uns et le déterminisme des autres ». Les choses ainsi énoncées, on aurait déjà la compréhension du fait que la liberté et le déterminisme sont une seule et même chose, vus sous leurs deux points de vue contradictoires. On pourrait alors plus facilement commencer à envisager que la contradiction puisse se résoudre de la manière suivante. Si Pierre et Paul n'ont pas des intérêts opposés mais des intérêts qui coïncident, alors leurs libertés respectives ne s'affrontent pas mais se rejoignent. Elles ne se contredisent pas mais se confirment l'une l'autre. C'est ce que comprennent les théoriciens du contrat social, qui cherchent à identifier ce qu'on appelle la volonté générale, soit le but commun de tous par-delà les différences des uns et des autres. Cette liberté de tous est notre but. Et précisément en ceci que c'est un but, cela revient à dire que c'est là où nous devons aller, là où nous sommes déterminés à aller. Non pas déterminés au sens où il serait écrit par avance que ce but sera un jour forcément atteint. Nous pouvons parfaitement échouer à l'atteindre. Mais déterminés au sens où notre liberté n'est pas une ouverture sur une infinité de choix personnels, mais elle est notre devoir commun d'aller vers ce but unique, car lui seul fait sens. La volonté universelle se révèle donc être la réconciliation ou l'harmonisation des intérêts opposés, par des tentatives de contrat social jusqu'à l'utopie de la société parfaite. En tout cas, par le travail de l'histoire et de la politique. La liberté n'est donc qu'un moyen, certes indispensable, dont la fin n'est que de se réaliser en rejoignant le vrai déterminisme, ou plutôt le meilleur déterminisme, c'est-à-dire le bien. Il faut vouloir obéir, mais obéir au cosmos plutôt qu'aux gendarmes. Car l'obéissance au cosmos, à la volonté universelle, par opposition à ma volonté particulière ou celle du voisin, est la vraie liberté. La liberté n'est pas d'obéir à rien, ça c'est la liberté abstraite, vide de sens, ni d'obéir à tous les petits chefs qui se présentent, le patron tyrannique, l'injonction idéologique, notre propre libido, etc. La liberté n'est pas d'obéir à rien, ni d'obéir à tout, mais d'obéir au tout. Il faut obéir aux lois de la logique,
bien comprise et pas aux innombrables sollicitations autoritaires qui parasitent ce rapport entre l'individu et le cosmos, entre l'individu et l'être, entre l'individu et la logique. La liberté des uns ne s'arrête pas là où commence celle des autres. C'est la force des uns qui s'arrête là où commence celle des autres. La vraie liberté des uns s'épanouit là où commence celle des autres. Car, nous dit Hegel, la liberté entièrement réfléchie n'est pas tant de faire ce que l'on veut que de s'harmoniser avec ce qui nous fait face. Et ce qui nous fait face, c'est d'abord tel individu, telle circonstance particulière, mais aussi, par extension, le monde. C'est pourquoi la réalisation de la liberté est au final une mission historique, celle de la réconciliation du tout avec le tout. Et c'est principalement, en ce qui nous concerne, sur Terre, la réconciliation de l'homme avec lui-même. Il y a un vouloir universel qui conditionne notre vouloir individuel et se cherche à travers lui. C'est-à-dire que nous voulons tous la même chose, à ceci près que nous ne savons pas encore exactement ce que nous voulons ni comment l'obtenir. C'est le rôle de la culture, de la philosophie, de l'histoire que de trouver la réponse à cette question. Les circonstances particulières de nos vies particulières nous poussent évidemment à poursuivre des buts particuliers. Telle personne au chômage veut trouver un emploi. Telle personne malade veut guérir. Telle personne seule veut rencontrer l'amour. Telle autre, encore plus seule, veut gagner au loto. En fait, derrière tous ces buts apparents, nous avons tous le même but, c'est vivre. Et plus exactement, puisque nous sommes des humains, nous voulons être des humains qui vivent la vraie humanité, dont la définition exacte reste encore en partie à définir, mais aussi et surtout à incarner. La question est alors, qu'est-ce que l'humain? De quoi sommes-nous faits? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Comment l'obtenir? Et cela renvoie à la question de notre essence. Notre destination, notre but est de réaliser notre essence. La liberté ne veut qu'une chose, c'est s'aligner sur le déterminisme bien compris. L'idéologie actuelle, au contraire, n'a de cesse de promouvoir la liberté, mais toujours seulement cette liberté pauvre, abstraite, la liberté d'indifférence, qui ne va pas au bout de sa définition. La liberté serait formidable et le déterminisme désespérant. On nous vend jour et nuit, dans les discours politiques, les films, les chansons, cette liberté tout court, cette fausse liberté décorrélée de son but, la liberté réduite aux caprices du consommateur, justement pour cacher la vraie liberté qui est plutôt notre devoir de dépasser la société qui produit cette idéologie. Seule la fausse liberté permet d'éclipser la vraie. Et les éternels faux débats où l'on oppose binairement liberté et déterminisme, débats parfois emphatiques mais jamais dialectiques, participent de cette entreprise de mystification. La liberté n'est donc pas de faire ce que l'on veut, mais seulement de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et les problèmes, même quand ils sont individuels, sont en fait toujours déjà interindividuels. C'est-à-dire que la liberté n'est pas l'éclatement du but dans une infinité de directions interchangeables, mais la possibilité et le fait même de rejoindre le vrai but, tel qu'il est défini et posé par l'essence de l'homme. Essence qu'il s'agit d'identifier et de réaliser. Conclusion.
La liberté n'est jamais totale parce qu'elle fait face à d'autres libertés dans des jeux de contradictions plus ou moins exacerbés ou adoucis. Elle est cependant totale en soi, dans le principe. Quoi qu'il arrive, chacun est toujours libre de réagir comme il le souhaite, avec toute la responsabilité qui en découle. Mais bien sûr, la liberté, individuelle ou collective, reste dans les faits à développer. Elle progresse ou régresse. Elle commence par une infime marge de manœuvre qui se déploie en même temps que la conscience. Et au fil de son développement, la liberté qui croit d'abord être une pure affirmation de soi par la négation de l'autre, découvre progressivement qu'elle est plutôt réalisation de l'harmonie avec l'autre, avec tout ce qui lui fait face. La liberté pose son but, qui est bien la réalisation du soi, mais tel que le vrai soi englobe la relation à l'autre. C'est pourquoi Hegel ne dit pas que la liberté c'est d'être soi dans l'autre, mais d'être chez soi dans l'autre, de se retrouver dans l'autre. La liberté qui se conçoit d'abord comme appropriation du déterminisme se révèle devoir être plutôt harmonisation avec le déterminisme bien compris, c'est-à-dire la liberté du tout, la liberté de tous. L'histoire des hommes n'est pas que tumulte, elle est la liberté qui cherche à se réaliser plus pleinement. Quand un homme réalise qu'il ne choisit pas de manger, mais qu'il mange parce qu'il a faim, parce que sa nature l'y pousse, il peut éprouver alors un sentiment de dépossession. Il serait, au désespoir, un jouet de la nature et non un être libre. Comme nous l'avons vu, ce sentiment est injustifié, puisque dès le départ, l'homme est un produit de la nature, il est aussi la nature. Ainsi, l'homme n'est-il pas dépossédé de lui-même, mais appelé à lui-même. L'homme n'est pas vraiment déterminé par sa nature, mais guidé par elle. La nature n'est pas son ennemi, elle n'est pas son patron, ni son domestique. On peut dire que l'homme est déterminé, mais cela signifie seulement qu'il ne peut pas sortir de la nature. Il ne peut qu'en explorer les territoires jusqu'à y trouver son chez-lui. Et ce n'est pas là une décevante limitation, puisque tout son chez-lui est ici, et il n'y a rien ailleurs. Échapper aux lois de la nature n'est pas possible, mais pas non plus souhaitable. Les barrières qui nous séparent de notre bonheur sont toutes des barrières humaines et terrestres. Ce pourquoi il n'est pas sérieux de les décréter insurmontables. Pour résumer, la liberté se produit quand le déterminisme rencontre le déterminisme, en une logique qui se présente ainsi. Deux astéroïdes se fracassent l'un contre l'autre dans la nuit silencieuse. C'est déjà une rencontre. C'est déjà presque la vie. Mais c'est encore un rapport de force aveugle et gratuit. Puis le lion mange la gazelle parce qu'il est plus fort qu'elle, mais elle se débat parce qu'elle souffre, et parfois elle réussit même à fuir. Dans la conscience humaine, la force se présente, là encore, d'abord comme venant de l'extérieur. C'est la dialectique du maître et de l'esclave. Entre parenthèses, on peut aussi penser à la discipline imposée par les parents à l'enfant avant qu'elle ne soit intériorisée par lui jusqu'à devenir autodiscipline. Fin de la parenthèse. C'est ensuite la douceur relative du contrat social qui limite progressivement la violence, à défaut de l'abolir. Et enfin, à la pointe de l'édifice, l'amitié, l'amour, au sens le plus large, mettent fin aux relations conçues comme rapport de force.
Songez que les amis n'ont pas besoin de signer des contrats. La liberté est absolue quand elle a résolu ses contradictions internes, c'est-à-dire quand la liberté des uns ne s'arrête pas là où commence celle des autres, mais au contraire, s'y retrouve et s'y épanouit. La liberté n'est donc pas absence de contrainte, mais dépassement progressif de la logique du rapport de force. Elle est la force qui est enfin parvenue à devenir l'amour. Un homme est vraiment libre quand tous les hommes le sont. En attendant, ils s'oppressent tous les uns les autres, ce qui réduit d'autant la liberté de chacun, les plongeant tous dans la conscience malheureuse. Sur le plan moral comme sur le plan logique, il est indifférent de savoir qui domine et qui est dominé. C'est la fin de toute domination qui peut, réconciliant entièrement l'homme avec lui-même, lui permettre d'être libre parmi les autres hommes libres. Que l'on appelle cela le paradis, le communisme, ou encore le village des Schtroumpfs, la liberté consiste non pas tant à choisir quoi que ce soit, qu'à identifier le moyen de vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Il ne nous faut pas tant vouloir être libre à titre individuel qu'en finir avec cette fausse opposition liberté-déterminisme, en terminant avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce jour-là, la liberté enfin accomplie aura achevé de rejoindre le déterminisme. Ce jour-là, la liberté enfin vécue n'aura plus besoin d'être chantée. La liberté implique donc un devoir. Elle est un devoir et non un droit à l'insouciance. Elle n'est pas une indépendance, mais une quête. Elle n'est pas le loisir d'explorer à notre guise le royaume de l'aliénation, mais plutôt la recherche du dépassement de l'aliénation, soit la recherche du bien. On pourra, pour atténuer le risque de tomber dans l'écueil de l'utopie simpliste, que Hegel rejetait largement, souligner que ce qu'on appelle le bien ou encore la réalisation de l'essence est ici à comprendre comme le cadre logique dans lequel tout se joue, sans pour autant que celui-ci ne prétende avoir trouvé toutes les réponses aux questions qu'il pose. De plus, on ne peut que tendre vers le bien, sans jamais l'atteindre, ou plutôt sans jamais le posséder. Un problème résolu, d'autres surviendront. Le bien est une direction, et non une station. Le choix du bien est donc souvent aussi un effort. Il est l'exercice de la liberté. Le choix du mal, quant à lui, est également acte de liberté. Il est l'échec de la liberté. On peut, avant de conclure, se demander si le déterminisme et la liberté ne font qu'un dans l'absolu, comme nous n'avons eu de cesse de le répéter. Pourquoi, dans ce cas, sont-ils deux ? Pourquoi la liberté, si elle est notre essence et notre but, a-t-elle besoin de passer par sa négation pour devenir elle-même ? Cela revient à se demander pourquoi l'homme a-t-il besoin de devenir lui-même dans une réalisation progressive ? Pourquoi ne peut-il pas simplement être lui-même immédiatement ? On pourrait poser la même question avec tous les concepts de la logique. Pourquoi l'être a-t-il besoin de se conjuguer avec le non-être ? Pourquoi l'absolu a-t-il besoin de se nier dans le relatif, etc. C'est tout le propos de Hegel que de tenter de nous faire comprendre
pour quelle raison de nécessité logique le monde, l'être, est une affirmation qui doit contenir sa négation et doit se développer à travers elle. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, celui de la liberté et du déterminisme, on pourra utiliser comme métaphore cette idée très parlante, empruntée au domaine religieux. Dieu s'est retiré du monde pour le laisser exister. Dieu aurait pu créer les hommes comme autant de robots programmés pour aller vers le bien. Les hommes auraient alors tous obéi sans rechigner. Mais ils n'auraient pas été libres. Et du coup, le bien n'aurait pas été le bien. Pour faire le bien, il faut que le choix du mal soit également possible. La vie n'aurait pas été la vie, elle aurait été un simple mécanisme. On n'aurait pas eu là l'existence au sens plein, mais le prolongement d'un simple mouvement aveugle, une dispersion indifférente, sans tristesse, mais aussi sans joie, qui se complaît dans le mauvais infini, c'est-à-dire qui fait du surplace tout en croyant avancer. Les hommes n'auraient pas été des hommes, mais des golems. Choisir la recherche du bien, par-delà la séduction du mal ou la tentation de la facilité. C'est le prix à payer par l'homme pour être un homme. Le prix à payer par l'être pour être. La vision hegelienne du monde est une théodicée dans laquelle l'être tend à progresser vers sa perfection. L'être, simplement, tend vers sa réalisation. Mais pour cela, il lui faut nécessairement le vouloir. L'être est obligé d'être libre.